Prévu par le Code des postes et des communications électroniques, l'incitation réglementaire sur la mutualisation des pylônes n'a pas d'effet sur les opérateurs qui mènent parfois simultanément des projets sans se concerter sur la même commune. Les maires, quant à eux, ont des pouvoirs très limités en matière d'implantation des pylônes et se retrouvent sans levier suffisant pour rationaliser ces initiatives. Monsieur le ministre, comptez-vous rendre effective et efficace cette incitation à mutualiser les pylônes mobiles lorsque des partages d'infrastructures entre opérateurs sont possibles? Monsieur Tissot, alors, bon, je veux vous faire part de la détresse du secrétaire d'État aux télécommunications pris entre ceux qui ne veulent pas de pylônes et ceux qui en veulent. Il y a quelques endroits où il y a un problème de mutualisation. Je rappelle quand même que dans le cadre du déploiement du plan France Mobile et du New Deal, c'est très mutualisé dans les zones rurales. À certains endroits, il y a quelques problèmes que le maire ne peut pas régler avec le PLU. Bon, je ne veux pas le balayer d'un revers de la main, mais bon, voilà. Il y a presque un an, le 27 mars 2020, vous annonciez un moratoire sur les fermetures de classes en milieu rural pour la rentrée suivante. Alors qu'aujourd'hui se dessinent les premiers contours de la carte scolaire, je voulais attirer votre attention sur les circonstances pas moins exceptionnelles qui entourent la préparation de la future rentrée. Je rencontre chaque semaine des maires qui me parlent de leur budget impacté par les contraintes sanitaires, des solutions qu'ils doivent inventer pour accueillir, quoi qu'il en coûte, les élèves à la cantine. Dans les petites communes, ce sont parfois les élus qui remplacent les personnels de cantine ou du périscolaire affectés par la Covid. Dans un tel contexte, l'annonce de la fermeture d'une classe est un vrai coup de massue. Comment adapter les locaux, éviter les concentrations d'élèves en classe et à la cantine avec une classe en moins? Le gouvernement ferait preuve d'un vrai volontarisme en décrétant un moratoire sur tout retrait de la présence publique dans nos bourgs et nos quartiers, sur toute fermeture d'hôpital, de trésorerie, de gendarmerie, de tribunal, de bureau de poste, jusqu'à ce que nous soyons sortis de l'après-Covid. Mais monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous nous contenterons de vous demander aujourd'hui simplement renoncer à toute fermeture de classe sans l'accord du maire pour la rentrée prochaine. Bon. Depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classe ne s'est faite dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Le travail est en cours avec tous les élus en ce sens. Le décret du 16 octobre 2020 limite les lieux pouvant accueillir les cérémonies funéraires aux lieux de culte, aux crématoriums et aux cimetières. Pour les communes, notamment les plus petites, qui ne disposent pas d'un crématorium, cette disposition interdit donc toute organisation d'une cérémonie laïque dans un lieu clos. Or, en période hivernale, la tenue d'une telle cérémonie en plein air, dans un cimetière, et je l'ai vécu personnellement, peut s'avérer impraticable en fonction des intempéries et des températures. Lorsque les proches du défunt sont des personnes âgées ou ayant un accès limité à la mobilité, l'existence d'un funérarium à plusieurs dizaines de kilomètres ne représente en aucun cas une alternative. Ainsi, je souhaitais vous demander, monsieur le ministre, de revenir sur le choix réglementaire que vous avez fait afin que l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de sépulture, puissent se voir garantir le droit à une cérémonie funéraire conforme à leurs convictions, y compris en période de crise sanitaire. Au regard de sa compétence pour assurer le service public des pompes funèbres et notamment une équité de traitement entre la crémation et l'inhumation, le maire peut décider et peut dédier une salle répondant aux exigences fixées pour l'organisation de cérémonies funéraires. Autre sujet d'inquiétude, pour une facette de la loi qui s'appliquera au 1er janvier 2022, l'obligation de proposer dans la restauration collective au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ainsi que le souligne un collectif d'une trentaine d'associations de consommateurs ou de préservation de l'environnement, ces objectifs intéressants paraissent aujourd'hui hors d'atteinte tant les collectivités sont laissées livrer à elles-mêmes. En effet, comment atteindre cet objectif alors que les surfaces en bio stagnent désespérément dans notre pays, faute d'y avoir mis les moyens? Sur tous ces sujets, nous avons des propositions à faire. Mieux soutenir l'agri-bio et les productions de qualité. Faciliter l'accès à la restauration collective pour nos producteurs locaux.
Pour sortir de l'impasse, il faut une nouvelle loi, c'est un fait. Et à l'évidence, oui, monsieur le sénateur Tissot. Je veux dire, on commence à se connaître. On a fait Egalim. Aujourd'hui, avec beaucoup de lucidité, on dit que Egalim, le compte n'y est pas, il faut aller plus loin. Voilà toute la démarche que je propose et que je vais faire avec détermination dans la concertation. J'avais déjà eu l'occasion d'interroger vos prédécesseurs sur cette réforme du code minier qui se fait attendre depuis de nombreuses années. Monsieur François d'Origine m'avait même confirmé qu'un projet de loi spécifique serait consacré à cette thématique. Aujourd'hui, vous faites le choix dans l'article 21 de réformer, et vous l'avez dit tout à l'heure, le code minier par ordonnance. La COM, l'association des communes minières, s'est fortement étonnée de cette décision. Dans mon territoire, et mon département, le département de la Loire, on a un gros souci avec l'après-mine d'une mine d'uranium. Et donc, sur mon territoire de territoire minier, si j'ose dire, entre le territoire de la Loire, le Saint-Étienne, bien évidemment, mais tout aussi le nord de la France, nous sommes tous concernés par des gestions difficiles de l'après-mine, pour des sites variés. Donc, Madame la Ministre, il est temps d'agir concrètement sur ce sujet. Donc, je souhaiterais vraiment avoir une réponse précise à ce sujet. Merci. Sur la réforme du code minier et la gestion de l'après-mine, on aura les débats en séance, mais on a tenu à ce que tout ce qui concerne l'après-mine soit très développé dans ce qu'on mettait dans le dur de la loi. Parce qu'on sait qu'on a des territoires en France métropolitaine, mais pas seulement, mais surtout en France métropolitaine, où on a à gérer un certain nombre de conséquences de l'après-mine. Ce texte, unanimement salué par les principales associations de bibliothécaires, porte dès son article 2 une notion majeure en inscrivant le principe de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans la loi. N'oublions pas ce rôle d'inclusion sociale qu'ont les bibliothèques dès le plus jeune âge dans tous les territoires, ruraux comme urbains. Ainsi, définir la liberté d'accès, accompagnée par la gratuité d'accès, l'article 3, c'est réellement permettre une égale accessibilité à tous pour ces lieux de culture et de savoir. Et fort de ces principes défendus dans cette proposition de loi, je peux, mais j'imagine qu'aujourd'hui ça va être le cas, chers collègues, vous inviter à voter bien sûr cet article, mais aussi l'intégralité du texte.